Récemment, il y a une dame qui est décédée, Jane Goodall. Et il y a de plus en plus de débats pour savoir si c'était vraiment une bonne personne ou non. Contexte, Jane Goodall, c'est une des primatologues les plus connues au monde. Ça aurait été la première à comprendre que les singes utilisent des instruments comme les bâtons pour se nourrir. Ce qui plaît un peu dans son histoire, c'est que déjà c'est une femme, qui correspond pas mal aux critères de beauté traditionnels. Et puis, elle n'avait pas de diplôme. Elle aurait tout appris sur le tas et par passion de la nature et des animaux. Et ça nous aide un tout petit peu à nous identifier à elle. Ce que beaucoup de personnes reprochent à Jane Goodall, en fait, ils le reprochent pas véritablement à la personne de Jane Goodall. Ils le reprochent plutôt au narratif qu'elle était amenée à incarner, peut-être même quelque part contre son gré, un narratif assez présent dans le domaine de la conservation et de l'environnement, celui du scientifique anglais blanc qui vient braver l'obscurité de la forêt sauvage africaine pour en sortir muni de multiples découvertes qui permettront enfin de protéger cet espace menacé. Dans un livre qui s'appelle The Big Conservation Lie, deux journalistes kenyans démontrent la façon dont beaucoup des mouvements environnementalistes tentent toujours de dépeindre ces grands espaces comme la forêt amazonienne, la savane, comme étant vierges de tout contact humain tant que les Européens occidentaux n'y ont pas posé le pied. En mode Christophe Colomb, genre on n'a pas oublié nos classiques. Derrière cette idée, il y aurait l'idée du manque d'intérêt et de connaissances de la part des communautés locales, allant même implicitement jusqu'à admettre qu'il n'y aurait aucun écologiste, aucun primatologue. En gros, Jane Goodall aurait découvert que les singes utilisaient des bâtons pour bouffer. Est-ce qu'on est certain qu'il n'y avait pas des gens qui habitaient à côté des singes, qui en avaient déjà connaissance? Ça participe aussi à dépeindre le continent africain comme une zone qu'il faut maîtriser par le biais du contrôle et de l'expertise blanche. Ce narratif-là, il sert implicitement le tourisme et l'exploitation de ces espaces qui n'ont rien d'européen par les Européens. Parce que si les Européens ne le font pas, l'espace restera méconnu, inexploité, voire menacé. Le succès professionnel de Jane Goodall, il est de toute façon étroitement lié au colonialisme. Elle a pu s'y rendre parce qu'elle était proche de la couronne anglaise et qu'un anthropologue anglais assez connu l'a envoyé faire ses armes à Tanganyika, un territoire occupé par les Anglais. Elle s'est notamment mariée avec le seul blanc anglais membre du Parlement tanzanien, également directeur des parcs nationaux de la région au moment où ils se sont mis en couple. Alors attention, tout ça n'enlève pas de la légitimité à la personne et au travail de Jane Goodall. En revanche, ça permet de souligner le fait que ses travaux ont inévitablement été aidés par tout un système suprémaciste qui lui a quelque part profité. Derrière Jane Goodall, combien de scientifiques tanzaniens ont travaillé autant qu'elle si ce n'est plus pour permettre son succès sans que jamais leur nom ne soit cité. Et ça, c'est quelque chose qu'elle disait elle-même. C'est ce qu'elle a essayé de faire, notamment avec l'institut qu'elle a ouvert, qui tente de mettre les communautés au centre de tous les projets. En tout cas, s'il y a bien quelque chose que Jane Goodall a permis, c'est d'associer le monde scientifique au monde de l'activisme. Elle le disait, elle ne pouvait pas être l'une sans l'autre. Elle ne pouvait pas observer et étudier l'environnement tout en restant silencieuse face aux politiques qui tentent de le détruire.